Donc, en fait, la forme de cette quoi? C'est pas une conférence, de ce dialogue est venue du fait qu'on a constaté avec Jean-François que finalement, dans notre parcours, les monuments, les bâtiments, les ouvrages, les objets qui nous ont frappés et qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à être ce qu'on est dans la critique et le journalisme dans le domaine de l'architecture ou bien dans la pratique du projet, finalement, il y en avait beaucoup qui étaient en commun. Voilà. Et premier constat. Et le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui étaient en béton. Voilà. On s'est d'ailleurs demandé pourquoi. Moi, je ne sais pas si... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de... Enfin, je devrais plutôt le dire à la fin, peut-être qu'au début de la conférence, qu'il y a quelque chose quand même de particulier dans le béton, quoi, qui est à la fois... profond, brutal, sensuel, attirant ou repoussant selon les cas, et qui de toute façon, quoi qu'on fasse, a une vraie profondeur qui fait qu'il ne laisse pas indifférent et qu'il est sûrement enfin pour moi, il a été le support de la compréhension de ce qu'est en profondeur le métier d'architecte, à savoir à la fois un exercice physique et une activité métaphysique, quoi. Alors, pour vous expliquer tout ça, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot d'intro. Je rajoute juste un mot. On part sur les images. Parce qu'au départ, on était assez peu content de faire une conférence. Donc, on avait cherché des solutions. Et une c'était présentée, c'était de montrer chronologiquement ce qui nous avait frappé depuis qu'on avait l'âge de remarquer de l'architecture. Puis on a trouvé que ça faisait trop buissonnier. Et donc Étienne a recadré tout ça avec des thèmes, mais on a gardé quand même une forme de chronologie et puis ce côté un peu personnel de découverte de bâtiments au fil du temps. Alors voilà, ça commence par un ouvrage d'art. Ça commence par un barrage. Pour moi, c'est des proportions, des masses sublimes, quoi. C'est une espèce de land art, de la force, de la masse, de la puissance. Je me suis souvent dit que ces ouvrages d'art, c'était un peu des rêves d'architectes, quoi. Si les architectes, on voudrait toujours pouvoir mettre plus de masse, de structure, de matière, puis bon, il y a les contraintes techniques, économiques qui fait que, voilà. Et là, c'est extraordinaire, quoi. Il y a une espèce de profusion de matière dans la nature là, qui est extraordinaire. Alors, c'est un ouvrage d'art, je disais. Pour moi, un ouvrage d'art, et ça m'a souvent posé la question, quelle est la différence entre ouvrage d'art et bâtiment. C'est un objet, un bâtiment dont le programme, finalement, s'exprime par un unique verbe d'action. C'est ça, un ouvrage d'art. C'est franchir, c'est traverser, c'est retenir, c'est abriter, voilà. Et une fois qu'on a dit ça, le programme est fini. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que du coup, c'est quelque chose qui répond à des sortes de besoins premiers de l'existence, quoi. On est plus proche de la nature que de la culture, je reviendrai là-dessus. On est dans l'expression de la manière primitive dont l'homme habite la Terre, finalement, quoi. Il y a quelque chose de tellurique dans ces ouvrages. Bon, alors, juste Étienne, comme on a dit qu'on en avait 32 à présenter, il faut quand même qu'on aille plus vite. Et ce qu'on avait remarqué avec ce barrage, c'est qu'il est, évidemment, qu'il transforme la nature, vu qu'il crée une réserve d'eau, mais qu'il est incroyablement proche du rythme des roches, de la montagne, et on a l'impression qu'il en vient de la montagne. Ce qui est très contraire à ce qu'on vous montrera plus tard avec les barrages de la vallée du Rhône. Alors après, on passe au pont de Maillard. Vous savez, cet ingénieur suisse là, qui a exercé dans l'entre-deux-guerres, moi qui m'ont toujours fasciné, l'enfant quand je passais près de ces lieux. Donc Maillard a fait un certain nombre de grands ponts comme ça, tous pratiquement sur le même principe, une voûte et un tablier au-dessus, avec des quilles qui les relient. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est... Alors, c'est à la fois la même chose et complètement différent du barrage. Même chose au sens où il y a juste la matière nécessaire, mais là, il en faut beaucoup moins. C'est que du muscle, c'est que du tendon. C'est une forme qui réellement optimise
l'usage de la matière pour répondre aux lois de la nature, pour répondre à la gravité universelle, tout simplement. Voilà, c'est le seul objectif. Et qui, du coup, s'inscrit dans la logique et la poétique de la nature, finalement. On est finalement dans cette magnifique dialectique du fait de construire, qui est d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'un site. Et du coup, c'est une dialectique, puisque écrire une nouvelle page de l'histoire d'un site, c'est à la fois transformer ce site et en même temps respecter son histoire, fût-elle une histoire naturelle, puisqu'ici on est une histoire de rivières, de forêts, de rochers, qui ont passé les temps et qui aujourd'hui se transforment. Mais du coup, ce qui me frappe moi dans ces ouvrages, c'est qu'en se soumettant à la nature, la nature, l'homme se soumet lui-même aux lois de la nature. Il a une incroyable capacité à suggérer le vide. On a l'impression que cet ouvrage, c'est juste un trait. Et quand on passe dessus, l'impression, et quand on est à côté, l'impression du vide est extraordinaire. C'est juste un arc. On passe. On avance. Alors, j'ai entremêlé ces bâtiments, ces ouvrages perçus, visités, d'ouvrages qu'on a conçus à AREP, parce qu'en fait, ils s'inscrivent dans la même logique. Là, on est à la gare de Wuhan, au cœur de la Chine. Comme beaucoup de gares, la structure émerge d'une infrastructure. Et je dois dire que ma fascination pour l'infrastructure, pour sa radicalité, pour sa force, n'est pas étrangère à mon goût prononcé pour les gares. À Wuhan, il y a donc ces superstructures, ces grandes envolées de métal qu'on a travaillé avec un architecte, un ingénieur assez génial qui s'appelle Emmanuel Ivadiotti, qui ont fait beaucoup de projets comme ça, de super et d'infrastructures. Mais il y a aussi dessous des ponts de chemin de fer qui soutiennent les voies ferrées et sous lequel on a créé un espace habitable. Dans les gares chinoises, en fait, les départs sont par au-dessus, les arrivées sont par en dessous. Donc là, on est dans ce grand hall d'arrivée. Et cette espèce de voûte inversée en béton, comme un grand drapé, font un cadre majestueux au mouvement des voyageurs qui arrivent dans la ville de Wuhan. Oui, juste rajouter que c'est une chose qu'on retrouve très souvent chez AREP. Il y a le socle, qui est très souvent un socle habité quand on voit la station de Saint-Denis ou la nouvelle station de RER à Rosa Parks. Donc on a la masse creusée, très forte quand on voit ces arcs, qui permet l'envol par-dessus. Quand on voit ce qu'il y a au-dessus, voilà, on retrouve assez souvent cette incroyable structure métallique avec le verre, ou à Shanghai, le bicarbonate. Voilà. Oui. Donc il y a à la fois la masse en bas et l'envol vers le ciel au-dessus. Alors le béton, c'est aussi ça. C'est quelque chose qui est magique dans l'utilisation du béton et notamment des infrastructures, c'est que c'est tout ce cachet, contrairement à une structure métallique, c'est tout ce cachet du produit final, le cachet de l'outil coffrant, le cachet de son support, le cachet du ferraillage qui disparaît dans la grande masse de béton. Il y a souvent je parlais tout à l'heure avec un photographe d'architecture, il y a des photographies de chantier qui sont extraordinaires et qui valent toutes les photographies d'objets finaux. Alors là, on passe à un autre registre. On n'est plus dans les ponts de Maillard, on est dans les passerelles de Ricciotti, père et fils, qui sont l'expression, pour moi, la plus aboutie de la simplicité, du dépouillement. Juste un trait dans le paysage, tracé à l'encre de Chine, là, avec des rapports de hauteur sur portée invraisemblables, du 50e à peu près. Comme tout bon ingénieur, au bout de quelques décennies, on oublie les formules de calcul et on sait qu'il faut que la hauteur fasse un 20e de la portée. Et là, non, c'est un 50e. Et ça donne une force assez extraordinaire d'abstraction à ces objets. Donc il y a le pont du Diable, il y a la passerelle Saint-Jean. Il y a toujours d'ailleurs, vous remarquerez toujours des diables et des saints dans les histoires de ponts. Depuis toujours, depuis le Moyen-Âge. Voilà, c'est le côté magique qui s'exprime.
Je rajoute juste parce que tout ça, de la part de Rudy et de son fils Romain, c'est pas gratuit. Ici, il y a le pont du Diable, donc, qui est un pont du XIe siècle et qui est peut-être même construit avant et qui était absolument remarquable à l'époque. Et pour éviter que les voitures, parce que les gens viennent visiter, il y en a 3, il y a 2 ponts aussi contemporains à côté. Pour que les gens ne viennent pas polluer avec leurs voitures, l'idée a été de les mettre à 300 mètres à peu près et de franchir une petite vallée. Et donc là, c'est un thème que vous aimez beaucoup à REP, l'idée de continuer l'histoire, c'est-à-dire qu'on avait un pont exceptionnel du XIe siècle, on continue avec une passerelle en béfuple, qui effectivement, comme dit Étienne, c'est incroyable, c'est juste un trait. Ce sont juste des vertèbres dans lesquelles il y a des fers qui sont passés, des câbles qui sont ensuite post-tendus. Et voilà. Et ça, on voulait absolument mettre en avant aussi ceux qui fabriquent et puis ceux qui posent, qu'on oublie généralement quand on montre de belles photos d'architecture. Et donc là, on avait eu la chance extraordinaire de voir la pose de la passerelle qui va du Fort Saint-Jean à Saint-Laurent. Et il y avait Rudy qui était là, il y avait son fils aux antipodes l'un de l'autre, Rudy parlant fort et faisant de grands gestes, et Romain dans le silence le plus total. Et les pièces étaient arrivées par camion, soulevées et puis descendues. Et au final, il y a toujours la main de l'homme, et ça c'était magnifique, qui poussait pour que ça soit absolument au millimètre. Et voilà, gloire aux ouvriers. Alors, j'aime bien montrer juste après ce travail, non pas qu'il était inspiré par Rudy, mais c'est la même lignée, c'est-à-dire c'est comment on pousse le matériau béton dans sa plus grande sobriété. Là, c'est un parking-gare qu'on est en train de finaliser, qui sera livré dans quelques mois à Bordeaux. Et dans lequel, là aussi, je crois qu'il n'y a plus que du muscle, on a tout enlevé, avec ces pièces en porte-à-faux, et avec là c'est l'état final, donc on est même allé jusqu'au bout de cette expression du vide et du minimalisme, avec vous savez, il y a toujours le problème des parkings, c'est qu'on a des protections anti-chute de véhicules, et là on les a réalisées, je crois que c'est une première en Europe d'ailleurs, avec deux grands câbles qui reprennent la pression de la voiture si jamais elle recule un peu trop. Et puis il y a un garde-corps qui est juste un filet. Voilà. Donc il faudra bien faire attention en regardant son rétroviseur, en se garant. Mais tout est là. Il n'y a rien, il y a tout. Oui, il fallait. On dit quand même que le nez de dalle est une finesse absolument incroyable. On a l'impression que c'est une feuille de papier. Et là, on voyait la faute, la première. Là. Ouais. Celle-là, voilà, les nez de dalle sont, c'est quelques centimètres à peine. Et cette courbe ensuite pour récupérer l'épaisseur de la dalle est très, très dynamique. Ça marche très bien avec la gare et la voiture et les flux. Quoi. Alors on change de registre là. Mais on est quand même toujours dans l'ouvrage d'art au sens où je l'entendais tout à l'heure, c'est-à-dire le programme qui est ici protéger, scruter l'horizon, point barre. Le bâtiment dit ça, dit rien que ça, dit tout ça. On est sur le mur de l'Atlantique, là, certains d'entre vous ont peut-être visité cette batterie et ce poste d'observation de Longues-sur-Mer. Moi, ça a été un grand choc le jour où j'ai vu ça, une expérience spatiale assez incroyable. On a l'impression qu'on se glisse au cœur de la masse, comme s'il y avait un couteau géant qui avait coupé cette masse qu'il avait tenue comme une faille en deux morceaux. Et puis quand on rentre et qu'on se glisse là-dedans, voilà, ça c'est ce qu'on voit quand on rentre par la petite échelle là, et puis on se glisse. Et on s'aperçoit qu'on est entre deux masses de béton dont on a mal à croire qu'il y a juste 4 petits potelets métalliques qui les tiennent comme en substantation, en lévitation, l'une au-dessus de l'autre. On n'a qu'une peur, c'est de poser la main entre les deux et que ça se referme d'un coup. Et on découvre à 360 degrés cette espèce de meurtrière horizontale panoramique qui cadre l'horizon de manière exceptionnelle, quoi. C'est voilà, un trait au-dessus, un trait au-dessous. C'est une expérience extrêmement forte. Je vous invite à le faire si vous allez vous balader sur les côtes normandes, à ne pas rater. Et ce qui est étonnant, c'est force contre force, et puis avec des potelets qui sont absolument minuscules. On a tous évidemment le jour le plus long en tête, quoi. On a un peu l'impression que ça a été tourné là, avec cette vision des bateaux qui arrivent.
Ouais, c'est ça. L'instant d'après, tous les bateaux apparaissent. Alors, là, on n'est plus dans l'ouvrage d'art, mais on est toujours quand même... Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce projet de Souto de Moura, là, qui est absolument sublime, près de Lisbonne, Cascais. C'est la hutte originelle, la hutte minérale, voilà, d'un bloc, paf, c'est un bloc de pierre creusée, de pierre coulée, puisque c'est du béton, originaire de la terre, quoi, avec cette ceinture rouge qui le ramène à la terre locale. Et c'est un espace absolument sublime, avec cette matière qui est extrêmement belle, qui est au service de cet espace, ce contraste avec ce sol luisant, et pour ceux qui sont allés, l'intérieur qui est une grande cavité blanche. On change de registre là encore. On a choisi là avec Jean-François de vous montrer cet ouvrage que vous ne connaissez peut-être pas, et c'est moins connu que ce musée de Souto de Moura. C'est l'œuvre d'un, je sais pas, sculpteur, plasticien, oui, Alberto Burri, qui est absolument terrible. Deux mots sur le contexte. Donc, tremblement de terre en Italie en 1968, dans le petit village de Gibellina. Pas un seul survivant, et il est décidé de faire un mémorial. Et la proposition de Alberto Burri, c'est de prendre chaque îlot, groupement de maisons, de tasser ça avec un bulldozer et de poser dessus une espèce de grand linceul de béton, un grand cénotaphe qui reprend la forme des îlots, des rues, et c'est tout. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est qui est assez terrible, quoi, qui rejoint finalement ces peurs ancestrales, ces mythes fondateurs dans cette œuvre, parce que on voit que c'est la maison qui est à la fois source de vie, qui abrite la naissance, l'activité, la création, qui devient d'un coup source de mort, quoi, et qui se replie sur l'homme. Enfin, il y a et cette expression a quelque chose de poignant, si vous passez par le sud de la Sicile. Oui, alors le village a été reconstruit un peu plus loin, et c'est quasiment une deuxième mort pour les habitants, parce que leur village était détruit, et en fait il est redétruit, et puis il est frigidifié, il est recouvert de ciment, en fait, c'est surtout du ciment. Et même si c'est très beau dans le paysage, c'est de land art incroyable, c'est leur grand cimetière dans lequel ils ne se retrouvent pas d'ailleurs. Mais enfin, les touristes s'y retrouvent parce que c'est tellement fascinant quand on est là-bas. Alors, assez naturellement, on passe à Anselm Kiefer, là, que vous avez peut-être vu cette expo en 2007 au Grand Palais. Une autre expression de la destruction. On est plutôt dans les ruines de guerre que dans les ruines d'un tremblement de terre, encore qu'on ne sait pas très bien. Il y a toute cette ambiguïté de la violence, finalement, de ce matériau qui, par sa puissance même, qui peut en faire une puissance de création, de construction, peut être aussi une puissance destructrice, quoi. Oui, c'est le béton à nu, le béton après la défaite. C'était très impressionnant. On change de registre. On est à Donzère-Mondragon. Alors, pourquoi mettre maintenant Donzère-Mondragon? Bon, d'abord parce que voilà, c'est aussi pour le coup, je crois que l'un et l'autre, ça remonte très loin dans l'enfance, le passage à Donzère-Mondragon, l'admiration pour ces grands travaux qui sont à l'articulation entre l'ouvrage d'art et l'architecture. C'est un endroit très, très construit. On le voit ici, on le voit encore plus là sur l'image suivante, l'œuvre de Théodore Sardinal. On sent qu'on est déjà dans l'architecture au sens où on n'est plus simplement dans l'ouvrage d'art qui répond, comme je disais tout à l'heure, à un programme extrêmement simple, retenir l'eau, point, et produire l'électricité. Okay. On est déjà dans l'architecture au sens où l'architecture, c'est l'art de
construire un abri pour l'activité humaine dans toute sa richesse, dans toute sa diversité, qui va beaucoup plus loin que la réponse à ses besoins premiers et primitifs. Que vous dire? Parce que ça, c'est la vallée du Rhône. En fait, ça, c'est un peu plus haut. C'est le Logis Neuf, c'est au sud de Valence, un peu au nord de Montélimar. Ce que vous apercevez sur votre gauche, c'est l'ancien Rhône. Et quand la CNR, enfin l'État charge une compagnie d'aménager la vallée du Rhône, le Rhône divague partout, déborde souvent, a des bras dans tous les sens, qu'on appelait des launes, dans lesquels on pouvait pêcher des brochets magnifiques d'ailleurs. Et puis d'un seul coup, cette vallée va être soumise à une mise en ordre. Et pour nous, le béton est quand même aussi lié à cette mise en ordre, à cette puissance de l'aménagement. On supprime les launes, on taille droit, on met en ordre la nature. C'est un peu l'inverse de tout à l'heure avec Roseland, le barrage de Roseland. Là, on taille droit et on met en ordre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'architecture met en ordre aussi, est incroyablement ordonnée. Derrière ces façades à la Perret, enfin, c'est donc son élève, son étudiant, il y a des salles magnifiques avec les turbines, des salles longitudinales toute hauteur. Et voilà, c'est la mise en ordre du paysage et l'architecture aussi est mise en ordre. Mise en ordre, on est déjà dans cet acte culturel, dans cet acte de civilisation finalement de l'architecture. C'est-à-dire, on sent bien que le rôle de l'architecte, c'est de passer de la réponse à ce que j'appelais ses besoins primitifs et premiers jusqu'à l'acte culturel qui consiste à créer un abri pour l'activité humaine. Et ce musée de Zerfus, là, ce musée gallo-romain, il se trouve qu'on a eu une enfance lyonnaise l'un et l'autre et que très tôt on est allé voir ce musée. Moi, m'a toujours fasciné parce qu'il est justement, comme le barrage de Donzé-Mondragon, à cette articulation entre l'ouvrage d'art, la construction faite pour prendre place dans le paysage, et en même temps, il est déjà une architecture au sens où il remplit une mission culturelle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par mission culturelle? C'est un ordonnancement de l'espace qui, d'une certaine manière, fonde les bases d'une culture humaine. C'est-à-dire que, il me semble que ordonnancer l'espace, dans le travail de l'architecte, c'est avant tout permettre l'éclosion d'une culture, d'une activité, et c'est le permettre parce que le fait de construire, même si ça répond à un programme, c'est-à-dire à un usage, va beaucoup plus loin et à son tour influence cet usage et influence cette manière d'être, cette manière de penser. Il y a quelqu'un qui n'est pas architecte qui a très bien résumé ça. Vous connaissez tous cette phrase de Churchill. We shape the buildings and therefore they shape us. On devrait écrire ça au fronton de toutes les écoles d'architecture. Cette responsabilité et cette influence de l'architecte et de l'architecture sur la manière de penser, de vivre en société est fondamentale. Et c'est pour ça que l'architecture est un acte culturel, est un acte de civilisation. Et pour moi, ce projet de Zerfus, qui est d'un côté une grotte originelle, une cavité, vous avez vu dans les images là qu'il est caché dans la colline, très introverti, avec juste quelques vues fugitives vers l'Odéon et le théâtre romain là, de Fourvière. Mais en même temps, c'est un espace extrêmement ordonnancé, extrêmement géométrisé, extrêmement rythmé, avec ce rythme qui accompagne la déambulation autour d'une grande rampe. Alors cette rampe, bien sûr, c'est une citation, c'est le Guggenheim de Frank Lloyd Wright. C'est comme après Frank Lloyd Wright, quand on fait un musée, il faut faire une rampe quelque part, et une rampe en colimaçon encore mieux, mais qui là est extrêmement ajustée en fait au site. Et en descendant donc cette rampe, on découvre tous ces aspects de la civilisation gallo-romaine. Et en même temps, la déambulation est scandée par le rythme de ces mégastructures qui, comme vous le savez, le rythme, ce qui est très bien en architecture, c'est que c'est la relation entre le temps et l'espace. C'est-à-dire que le cheminement prend corps quand on se déplace dans un espace rythmé.
Juste deux, trois mots, parce que c'est un endroit quand même très, très exceptionnel. Donc c'est à côté des théâtres de Lyonnais et de l'Odéon, sur la colline de Fourvière. Et quand vous entrez dans cet endroit, vous êtes pris par le rythme, parce que c'est une pente lente, comme disait Étienne, qui vous entraîne. Donc il y a une gentillesse extrême pour le visiteur, qui est toujours fatigué. Et il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'on est à la fois, comme disait Étienne, dans sorte de superstructure, d'énormes poteaux, d'énormes poutres, etc. Donc dans une espèce de force manifeste, et en même temps une incroyable douceur. Et des gentillesses toujours pour le visiteur. Vous avez vu les petites... comme il est enterré, j'ai pas de pointeau, mais vous voyez, on ne le voit que par ces petites fenêtres. Et puis là-haut, bien sûr, quand on veut accéder au musée, et quand on descend, on a ces gentillesses. Voilà, on voit où l'on est, on peut se repérer. Et ce béton d'une incroyable force est au final une grande douceur. Le travail de Paul Andreu dans les nombreux terminaux de Roissy, pour moi, sont vraiment du même acabit. Là, on a choisi le 2F parce que, ça, il a ces grandes voûtes de béton. Du béton, du minéral en plafond, on est dans la grotte. On est dans la grotte originelle, on est dans cet espace très protecteur, très terrien, ce qui est très paradoxal pour un aérogare. Je pense que Paul Andreu en a beaucoup joué. Le fait qu'avant de s'envoler, on reste attaché à la terre. Et donc, un espace très, très primitif, j'ai envie de dire, et en même temps d'une extrême sophistication, d'une extrême finesse, d'une extrême civilisation, en fait. Beaucoup par la géométrie, qui est très présente dans ce travail et qui, moi, me frappe énormément. Vous savez, la géométrie en architecture, c'est un peu comme les maths en physique, quoi. C'est ce qui permet de faire le lien entre une construction mentale et la matière du réel. Par la géométrie, l'architecte imprime dans l'espace un ordre qui correspond à une carte mentale que se fait le visiteur, consciemment ou non, et qui lui donne les clés finalement de l'espace. Depuis Phidias et les Grecs, on a appris ça. Et je trouve qu'Andreu en joue admirablement dans ces terminaux. On a supprimé beaucoup de choses parce qu'on en avait trop et on avait mis le terminal 1, on avait mis les autoroutes, etc. Il y a quelque chose d'extraordinaire. La gare de TGV, RER, avec l'hôtel qui est au-dessus. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le béton ne cesse d'exprimer le mouvement et les flux. Et tout s'étire en longueur et jusqu'à la Manche, c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, avec un soin incroyable de la Manche, quand on voit les voûtes du 2F, bien entendu, mais aussi autour du ABCD. On est toujours dans l'étirement. C'est drôle, ça va très, très bien avec l'avion, avec la vitesse, bien entendu, avec l'envol, comme le disait Étienne. C'est superbe cette photo. Alors, avec Paye au Louvre, la caverne touche au sublime, quoi. Là, on rentre sous Paris et on est dans un palais, le palais du Louvre. Non, ce qui est admirable là, c'est pour tous ceux qui l'ont visité, c'est la qualité de ce béton qui joue en camailleux avec la pierre de Bourgogne. Voilà, on ne sait plus très bien lequel est le plus noble entre ce béton dont tu parles mieux que moi. Tu connais tout, tu l'as vu fabriquer? Pas du tout, non, mais simplement, c'est vrai que voilà, les fonds de banche, c'était du pain d'Oregon. Je me souviens plus, c'était huilé. Enfin, ça donne cet effet absolument incroyable. On ne sait plus si c'est de la pierre. Et d'ailleurs, comme tu disais, la pierre de Bourgogne va avec. Et à la rigueur, on ne sait plus qui est béton et qui est pierre. Et c'est vrai qu'on était stupéfaits quand on a vu ça. En plus, c'était vide, c'était splendide, quoi. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Alors, on n'est jamais mieux cité que par soi-même. Donc, pour revenir à un travail d'AREP, en fait, quand on concevait ces stations-là du RER E, notamment Haussmann-Saint-Lazare, clairement, on avait en tête ce mythe de la caverne, quoi, cette expression de la caverne sublimée. Beaucoup d'ailleurs en réaction, parce que vous savez que
Vous avez tous en tête ces RER des années 80 à Paris, complètement aseptisés, où le béton est complètement, qui est matériau constructif finalement de tout ça, est complètement caché derrière des revêtements, qui fait qu'on pourrait être ailleurs dans un rez-de-chaussée, on pourrait être en haut d'une tour, on aurait exactement les mêmes matériaux. Et là, donc, on avait la ferme volonté d'exprimer cette expérience finalement assez extraordinaire de rentrer sous la ville. Là, on est dans les catacombes, on est dans les profondeurs, on est à 30 mètres sous Paris. On l'a exprimé avec le béton dans tous ses états. Donc c'est ces voussoirs préfabriqués, c'est ces voûtes coulées en place à même la terre, ces bétons, vous savez, ces banches sur lesquelles on met un polyane en fond de moule, qui font ces petits plis là extraordinaires, et qui après le béton sort luisant et doux comme une peau de bébé là, et on passe juste à côté. C'est ces parois moulées à même le sol qu'on laisse dans leur brutalité, dans leur beauté. Et puis c'est ces bâtiments finalement construits à partir d'une excavation, où on reconstruit à partir du fond, en remontant des colonnes pour supporter la ville, des butons pour supporter la pression latérale des terres, et dans lequel on se promène en allant frôler ces structures, ces mégastructures extraordinaires, œuvres d'ingénieurs autant que d'architectes, dans ce beau béton qui, du coup, pour les parties comme ça, construites depuis le fond, était en béton clair, voire en béton blanc dans certains cas. Le béton, c'est vraiment le matériau de ces stations qui joue avec quelques autres matériaux en contrepoint, qui sont un sol en marbre partout. On avait eu des sols de Carrare, donc on en a mis sur toute la station. Et puis du bois et du métal pour exprimer toutes ces passerelles légères qui traversent l'espace, avec toujours l'idée d'ailleurs que dans ces architectures souterraines, chaque centimètre cube coûte et est une victoire sur la matière, et que donc il faut essayer d'offrir le maximum d'espace au maximum de gens. Et vous voyez, ça passe par ce genre de subtilité, comme cette passerelle qui traverse un espace à deux niveaux, où finalement, où qu'on soit en haut ou en bas, on bénéficie de l'intégralité de l'espace, et non pas simplement de l'espace fait pour sa déambulation. Oui, mais c'est toujours gênant d'ajouter sur ce que M. Tricot dit sur AREP, mais ce qu'il y a de magnifique, c'est ça. Parce que là, vous êtes force contre force. Il y a la ville qui pèse de tous les côtés, les nappes phréatiques, les machins, tout ce que vous voulez. Et là, on a l'expression même du poids qui pèse là-dessus. Et ces lieux sont absolument magnifiques. Après, effectivement, que l'utilisation de matériaux quasi natifs, même si le béton, c'est pas natif, mais le bois, le verre, l'acier, etc., donne une espèce de crudité, une vérité, et en même temps une douceur, parce que le béton est doux, c'est sûr. Ce qui est très important dans ces architectures, c'est qu'on soit dans la dilatation de l'espace, malgré la contrainte de la matière. La dilatation et l'ordonnancement. La dilatation pour offrir des vues en profondeur, puisqu'on chemine, c'est des espaces qui se vivent en mouvement, et donc il faut avoir une prévision de l'endroit vers lequel on se dirige. Et un ordonnancement pour, là aussi, accompagner la déambulation, pour faire finalement du mouvement du corps dans l'espace le support d'un repos de l'esprit, et pas l'inverse. Vous avez tout en tête ces expériences de couloirs interminables du métro, où on n'a qu'une envie, c'est de courir d'un bout à l'autre pour échapper à cette prison linéaire. Et par des dispositifs de rythme, de géométrie, une fois de plus, de géométrie de la structure, de géométrie de la lumière, on donne à la déambulation de la noblesse, du rythme, du calme, et finalement donc un repos pour l'esprit.